Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Ravi que vous écoutiez 7 sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 septembre et votre podcast du jour est animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous, à la une dans votre Z-Podcast. L'économie belge devrait connaître une faible croissance en 2024 et en 2025. Igor Lebrun expliquera pourquoi. On pense même qu'au cours des derniers mois, il n'y a plus de croissance de l'emploi du tout. Les taux d'inflation fluctuent et créent des questionnements quant à leur évolution dans les prochains trimestres. Jérôme van der Bruggen explique les raisons et les impacts de cette instabilité sur le marché boursier. Je pense que le marché, il hésite. À suivre, les camions électriques. Le pavillon belge de l'exposition universelle d'Osaka, il est dessous de la une du prochain Trends Tendance. Restez à l'écoute pour tout savoir sur l'actualité. Z sur 7 à la une. Selon le Bureau fédéral du plan, l'économie belge devrait connaître une faible croissance de 1,1% en 2024 et de 1,3% en 2025, en raison d'une faiblesse de la consommation et d'investissements réduits. Pour l'expliquer, Igor Lebrun, conseiller au Bureau fédéral du plan. On s'attendait à une reprise un peu plus forte au mois de juin. On a vu le premier semestre était un peu décevant, mais on pense quand même que la reprise est là, les indicateurs sont là. Et donc pour la fin de l'année, surtout l'année prochaine, on devra avoir une reprise un peu plus forte. Cette faible reprise s'explique aussi par l'affaiblissement du commerce international. Le taux d'emploi ralentit de plus en plus avec 16 000 créations d'emplois cette année et 25 000 attendues l'année prochaine. On pense même qu'au cours des derniers mois, il n'y a plus de croissance de l'emploi du tout. Et il y a évidemment des secteurs qui sont plus touchés, comme le secteur manufacturier. Évidemment, on a des exemples en tête, comme Audi. L'inflation devrait s'établir à 3,2% et retomber à moins de 2% en 2025. L'impact de la baisse du prix du gaz et de l'électricité ayant disparu, l'inflation est actuellement plus élevée qu'à la fin de 2023. L'inflation va retrouver des niveaux normaux sous les 2% l'année prochaine. Voilà, il y a pour l'instant un petit rebond, mais il n'est que temporaire. La zone euro, elle, affiche un taux de croissance de 3%. L'économie se redresse timidement due à la disparité des pays en Europe. Igor Lebrun à nouveau. Il y a des pays qui se portent assez bien et puis il y a une économie mais qui pèse dans la zone euro, c'est celle de l'Allemagne et qui souffre particulièrement du ralentissement au niveau des exportations. Selon le Bureau du plan, la situation européenne devrait s'améliorer au cours des prochains trimestres et la relance de l'exportation y jouera un rôle déterminant. Z sur 7 à la une. Le déploiement des camions électriques en Belgique reste au point mort. Selon la Fédération belge des transporteurs, sur les 150 000 camions en Belgique, seuls 200 sont électriques. Philippe de Graaf, directeur de la FEBETRA. Un camion électrique coûte 2 à 3 fois plus cher que son équivalent roulant au diesel. C'est quand même un élément très important à retenir. Il y a alors l'autonomie qui reste très faible par rapport au poids lourd diesel. L'autonomie d'un camion électrique est aujourd'hui, de nos jours, seulement de 250 km, ce qui fait que pour de l'international, par exemple, on oublie, c'est tout à fait infaisable. Le transport routier représente 1/5 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En 2030, l'Europe s'est fixé comme objectif de diminuer ses émissions de 45%, mais en Belgique, les aides diffèrent d'une région à l'autre. Robert Van Apeldoorn, journaliste Trends Tendance. En Wallonie, les entreprises de transport ont très peu de possibilités d'être aidées pour acheter des camions électriques. En Flandre, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, effectivement, c'est pour ça qu'on voit des camions surtout dans les grandes flottes en Flandre. La FEBETRA, elle, demande ses primes pour inciter les entreprises à passer le pas. Z sur 7 à la une. C'est à Osaka que l'exposition universelle se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025. La Belgique table sur la santé en mettant en avant le secteur pharmaceutique et les innovations dans le domaine de la santé. Un budget de 19 millions d'euros a été alloué à ce projet. Charles Louis de Lovinfoss, du groupe ProFirst,
fait partie du consortium Visitor Journey et explique le thème de ce pavillon. Aujourd'hui, on a pris un thème chapeau, d'accord, qui est Human Regeneration et qui va permettre, entre guillemets, de parler, de mettre en avant, on va dire, le thème des différentes entités. Donc, par exemple, le fédéral va travailler beaucoup plus sur le vaccin et les entités fédérées ont chacun leur thème, on va dire, bien spécifique sur lequel on travaille actuellement avec eux. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment créer, on va dire, des zones pour chacun, on va dire, dans lequel on va pouvoir exprimer, on va dire, toute l'innovation, toute la technologie, tout le travail, entre guillemets, qui se fait en Belgique, quoi. Osaka accueillera plus de 160 pays et 28 millions de visiteurs. L'occasion pour la Belgique de faire connaître son potentiel à l'international dans le domaine de la santé, comme l'explique Peter De Crème, commissaire général de Belexpo. Dans le XXIe siècle, la Belgique est très performante et deuxièmement, que nous sommes très performants et qu'il faut donc éviter qu'il y a d'autres pays qui, dans un monde hyper compétitif, se lancent aussi sur nos marchés. Et c'est pour cela que c'est absolument nécessaire qu'on soit là. On se retrouve dans 7 mois, à quelques milliers de kilomètres de la Belgique, pour dévoiler les innovations belges dans l'espace du pavillon. Sauver des vies. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. On se tourne à présent du côté de la bourse, avec aujourd'hui Jérôme van der Bruggen, stratégiste chez Degroof Petercam. L'inflation aux États-Unis est tombée à 2,5%, mais ce n'est pas assez pour valider une baisse de taux d'0,5% en septembre. Les taux baisseront-ils ou pas ? Je pense que le marché, il hésite pour la baisse des taux prévus pour le mois de septembre. Est-ce qu'on va baisser d'0,5% ou d'0,25%? Et ceci, c'est juste pas suffisamment bon que pour que ce soit 0,5%. Et c'est pour ça qu'il a, je pense, un peu hésité aujourd'hui. La banque italienne Unicredit achète 9% de la banque allemande Commerzbank. Assiste-t-on au retour des opérations transfrontalières comme on a pu les connaître dans les années 2000 ? Je ne crois pas que le marché soit mûr pour ce type de transaction-là. Pour l'instant, ils ont juste acheté 9%, mais bien sûr, le marché spécule sur le fait qu'on pouvait avoir un plus gros rapprochement entre ces deux institutions. Et Unicredit a Hippo Vereins, qui est une grosse banque allemande. Et si jamais elle met la main sur Commerz, elle fusionnerait ces deux entités. Et donc, ça pourrait donner d'autres idées à d'autres personnes dans d'autres marchés. Le rachat de cette banque allemande n'est-il pas l'indice du déclin de l'économie allemande ? Alors, certains pourront voir les choses sous cet angle. Et d'ailleurs, j'entends dire que M. Schröder râle de ne pas avoir été informé à temps de cette transaction, alors que Mme Meloni l'avait été. Mais pour parler de choses sérieuses, le malaise bancaire allemand est profond, c'est sûr, mais il est historique et il est un peu structurel. Le marché allemand est dominé par des banques coopératives, ou des banques plus étatiques, qui rendent ce marché peu profitable, qui rendent ces banques très peu fortes. Et donc, le résultat qu'on a maintenant, si on peut l'illustrer, Unicredit fait à peu près 2 fois la taille du bilan de Commerzbank, mais a 5 fois plus de profit. Son rendement sur fonds propres est à peu près 2 fois supérieur à celui de Commerzbank. C'est une banque très profitable et qui vient racheter un accord assez affaibli. Et quel sera l'impact de cette transaction sur les marchés ? Jérôme van der Bruggen toujours. Alors, on voit que le secteur bancaire est le meilleur secteur en termes de performance boursière en Europe depuis le Covid. Donc, c'est un secteur qui se porte bien boursièrement et puis au niveau de sa profitabilité. Est-ce que cette rumeur va transformer ce secteur qui reste assez bon marché pour le mener vers d'autres horizons ? Ça pourrait être le cas. Mais attention, lorsqu'on rentre dans cette phase-là du marché, elle est toujours plus dangereuse parce qu'elle est, par définition, plus spéculative. À la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Pour finir, il nous reste 4 minutes pour parler de l'intelligence artificielle. Comparé aux États-Unis, la Belgique peine à développer l'intelligence artificielle sur son territoire. L'Europe a pourtant été la première à fixer un cadre légal autour de l'AI. Mais en faisant cela, elle met en difficulté l'innovation et la souveraineté européenne. Le prochain numéro du magazine Trends Tendance se concentre sur l'AI et plus particulièrement sur les acteurs qui l'entourent. Christophe Charlot, le journaliste en charge de ce dossier. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est sur toutes les bouches. Je veux dire, il n'y a plus une entreprise aujourd'hui qui ne dit pas qu'elle fait d'une manière ou d'une autre de l'intelligence artificielle, qu'elle l'intègre, qu'elle propose des services, des chatbots. Enfin bon, ça part vraiment dans tous les sens. D'un autre côté, on entend aussi souvent dire que, au fait, tout se passe dans la Silicon Valley et chez les Chinois, mais qu'en Europe, qu'en Belgique spécifiquement, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et donc, l'idée, c'était d'aller voir, d'aller décrypter ce qui se fait vraiment, ce qui ne se fait pas, qui sont les acteurs, ce qu'ils font, et donc voilà, de faire une espèce de mapping, de cartographie des acteurs de l'intelligence artificielle en Belgique.
Et qu'est-ce que vous avez découvert ? En fait, il y a toute une série de petits acteurs qui émergent. Il y a des acteurs qui sont là depuis bien avant ChatGPT et OpenAI. Et donc, l'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'ils font. Et on voit que beaucoup sont là pour faire du service, pour faire de l'intégration, et donc ont vraiment une activité. Et ça se développe. Ces boîtes, en réalité, se basent sur les algorithmes qui sont produits par la Silicon Valley, essentiellement OpenAI, Google, Facebook. Ils les adaptent à un marché, les adaptent à un produit, à une thématique, mais ne le développent pas eux-mêmes. Et donc ça, c'est une découverte intéressante, même si on s'en doutait un petit peu, et on voit qu'il y a une volonté quand même de prendre pied sur ce créneau et de voir que ça crée quand même de l'activité. Quels sont les 2 pôles importants à observer dans le domaine de l'intelligence artificielle ? À la fois au niveau macro, c'est vrai que, je le redis, la Silicon Valley, c'est un peu le château d'eau. C'est là que ça se passe, et puis ça coule, et on utilise l'eau qui est préparée là-bas. Et donc, ça peut être problématique, ça peut être gênant, parce que certains acteurs vont développer un service sur base d'un algorithme, mais qu'ils ne contrôlent pas. Et donc, ça veut dire que si le gros acteur, OpenAI, comme on le voit derrière, décide de changer les règles du jeu, ça crée une certaine fragilité. On le voit par exemple dans tout l'écosystème qui est autour d'un Facebook sur du marketing online. Dès que Facebook fait un gros changement majeur, tout le monde doit s'adapter, certains ont parfois du mal. Et donc là, ça peut créer une certaine fragilité, mais ça se règle. Et puis, le point d'attention, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe en Belgique. Bon, voilà, ça c'est assez compliqué, mais il y a des choses qui se passent et ça c'est vraiment intéressant de le savoir, et il y a des écosystèmes qui se développent. Merci à toutes et tous d'avoir écouté ce Z-Podcast. Retrouvez demain Anne Marchand pour l'actualité à ne pas manquer, avec une analyse inédite du think tank Itinéra sur l'économie. En attendant, restez bien à l'écoute pour l'astuce en cybersécurité de la CCB. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Bonjour, je suis Valérie du Centre pour la cybersécurité Belgique. La direction et le personnel de chaque entité NIS 2 doivent suivre des formations à la cybersécurité. Les organes de direction sont tenus de respecter les dispositions de la loi. Il est important que les membres aient les connaissances suffisantes pour évaluer les mesures de protection à la cybersécurité prises par l'organisation. Cette formation permet d'acquérir une connaissance de base de la gestion des risques et de la cybersécurité. La formation des employés fait également partie intégrante de ces mesures de cybersécurité. En effet, un grand nombre des cyberattaques se produisent par le biais de l'ingénierie sociale et de l'hameçonnage avec les employés. Il est donc essentiel que tous les membres du personnel soient conscients des cybermenaces actuelles. Vous souhaitez obtenir davantage d'informations pour renforcer la résilience de votre organisation ? Rendez-vous sur atwork.cephoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.